Bonsoir, je vais vous parler aujourd'hui de la relation de domination qu'on appelle l'emprise. Cette emprise, eh bien, elle s'exerce par des profils dominateurs-manipulateurs qui peut-être peuvent être différents. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu quelles sont ces différences entre les profils manipulateurs borderline, narcissiques, pervers narcissiques dans la relation d'emprise. Et donc, cette relation d'emprise s'installe par une fusion avec l'autre. Dans cette fusion, eh bien, le manipulateur dominateur va prendre tout l'espace, toute la place, et donc faire capituler l'autre pour qu'il s'efface à son détriment. Ce n'est donc pas une relation amoureuse, c'est une relation de domination. Et elle se fait par effraction psychique, donc le dominateur-manipulateur va faire en sorte d'occuper tout l'espace psychique de l'autre, tout l'espace aussi vital, tout l'espace physique, et donc par exemple envoyer constamment des SMS pour signaler sa présence, attirer constamment l'attention de l'autre et donc amener l'autre à la soumission. L'effraction psychique, c'est envahir l'autre dans son esprit et donc c'est faire parler de lui constamment pour que la personne qui est dans cette relation fusionnelle, eh bien, occupe constamment son esprit avec le comportement du manipulateur dominateur. Le lavage de cerveau y contribue. Le lavage de cerveau est une façon de rendre l'autre confus par des messages paradoxaux. Et donc, c'est une alternance de messages contradictoires, dire une chose, dire le contraire, dire une chose, faire le contraire. Et donc, en rendant l'autre confus, eh bien, le dominateur-manipulateur va pouvoir installer son emprise. Ce sont aussi une alternance de messages froids et de messages chauds, de séduction et de destruction. Comment opère-t-il dans la relation d'emprise? Par la persuasion coercitive. Cette persuasion coercitive est une façon d'obtenir le pouvoir dans la relation fusionnelle et de contrôler l'autre. Cette manière d'être implique des violences, notamment les violences psychologiques et verbales, pour pouvoir garder le contrôle et la domination sur le partenaire. Donc ça peut être des menaces, du chantage affectif. Par exemple, voilà, si tu vas à cette réunion, eh bien, tu vas me rendre malheureux, donc culpabiliser aussi. Ça peut être aussi du chantage, par exemple, ben, si tu vas à cette réunion, eh bien, c'est que tu ne m'aimes pas, ou moi, je ne t'aimerai plus. Donc, c'est une intimidation aussi par la posture, par exemple, prendre une posture agressive, pointer l'autre du doigt. C'est aussi une contradiction permanente, aller systématiquement au point de vue opposé de l'autre. Ça peut être aussi l'isolement. Isoler la victime, par exemple, en l'emmenant très loin de sa famille, de ses proches, de ses amis. Le mépris contribue aussi à installer la domination parce que l'autre se sent ainsi petit à petit perdre son estime de soi. Crier instaure aussi un rapport de pouvoir, de domination. Discréditer l'autre, par exemple, dans ce qu'il fait, dans son activité professionnelle, en parlant négativement aux proches. Nier les faits, par exemple, nier la différence, c'est aussi une forme de violence, par exemple, de ne pas reconnaître les qualités spécifiques de la victime et donc finalement de l'amener à vouloir ressembler à son agresseur. Par exemple, au niveau physique, critiquer le physique et suggérer la façon de s'habiller, de se coiffer. L'inversion des rôles, eh bien, ça c'est une constante dans la relation d'emprise et donc c'est de faire croire à la victime que c'est elle qui est l'agresseur, que c'est à cause d'elle finalement que la personne va mal, que la personne parfois rate une opportunité. Faire de l'humour cynique est aussi une façon
de créer une relation d'emprise, puisque dans ce cynisme, la victime va se sentir dévalorisée, va sentir qu'elle n'a pas de valeur. L'humiliation, c'est aussi une façon de dévaloriser, mais qui peut avoir une connotation encore plus violente. C'est mettre sous terreur, là, qui est aussi présent dans la relation d'emprise. Par exemple, dans une conduite en voiture, éteindre les phares brusquement et donc terroriser la victime qui se sent en danger de mort. Ça peut être aussi refuser toute réponse affective. Donc la froideur de ces profils dominateurs, eh bien, peut être une façon de faire sentir à l'autre soit qu'il est coupable, soit qu'il ne mérite pas l'affection. Dans tous les cas, c'est une forme de violence puisque ça porte atteinte à l'intégrité psychique de la victime. Minimiser les violences est aussi finalement une façon de prendre le pouvoir et donc de s'autoriser de plus en plus de violence pour dominer, pour détruire l'autre dans son identité ou en tout cas pour le soumettre. Donc une autre façon d'exercer de la persuasion coercitive, c'est d'utiliser les enfants en dénigrant le partenaire devant les enfants, les incitant à faire juste le contraire de ce que l'autre parent suggère. Les violences économiques sont par exemple de contrôler les extraits bancaires de son partenaire, de lui dire ce qu'il peut dépenser, ne pas dépenser, d'imposer un seul compte pour pouvoir mieux contrôler. Les violences physiques, ça peut être bien sûr donner des coups, mais ça peut être aussi secouer, ça peut être casser des objets pour intimider de nouveau et donc installer une relation de peur et donc de domination. Les violences sexuelles peuvent aussi être présentes dans la relation d'emprise avec de la persuasion coercitive, donc contraindre l'autre à faire des choses qu'il ne voudrait pas faire sur le plan sexuel et donc même imposer un rapport forcé. On a aussi une installation de ce rapport d'emprise par un conditionnement. C'est par le conditionnement, évidemment, qu'on va petit à petit modeler l'autre selon sa volonté. Et ce modelage peut être fait par des influences au niveau du comportement, par exemple, priver l'autre de sommeil, priver l'autre de nourriture, en lui parlant constamment durant la nuit ou en l'orientant vers un certain type de nourriture pour l'affaiblir. Ça peut être aussi fouiller ses affaires, fouiller dans son téléphone ou surveiller, mettre une puce pour le suivre et le contrôler à distance par l'ordinateur, par la voiture, etc. Ça peut être questionné sans cesse sur tous ses faits et gestes, mais aussi c'est des méthodes émotionnelles, la mise sous terreur, induire la peur. Donc au fond, le dominateur, manipulateur évite ces émotions en les créant, en induisant les émotions chez l'autre qui ne veut pas ressentir, particulièrement les émotions de peur, les émotions de tristesse et également la honte, donc toutes ces émotions pénibles qu'il ne veut pas ressentir en lui. Pourquoi? Parce qu'il veut garder la domination sur la relation. Les méthodes mentales, eh bien, ça peut être par exemple, comme je le disais tout à l'heure, le langage flou, les messages paradoxaux qui créent la confusion. Quelles sont alors les différences entre ces dominateurs manipulateurs? Eh bien, chez les profils dominateurs manipulateurs borderline et narcissiques, eh bien, les violences sont cycliques. Et ces violences donc apparaissent d'abord par une phase de tension suivie d'une phase d'explosion de violence, celle que je viens de décrire, puis suivent des excuses avec la promesse que ça ne recommencera pas, qu'il y a eu compréhension du mal qui a été fait, une manifestation de culpabilité, mais ensuite vient la lune de miel pour faire oublier tout cela et ça recommence. Donc là, il y a des prises de conscience ponctuelles des violences, mais la tension psychique prend le dessus, ce qu'on appelle le pétage de plomb, et donc régulièrement, ce pétage de plomb apparaît
avec des crises de colère, avec de la violence. Et donc, c'est ce qui apparaît lorsqu'il y a frustration, parce que chez ces profils de personnalité, il y a une intolérance à la frustration. Mais aussi, si l'autre partenaire prend distance, ne fût-ce que psychologiquement, eh bien, ces profils sont très attentifs à la moindre prise de distance, et ça représente une menace de perdre le pouvoir. Et donc, si ce profil de personnalité perd le pouvoir, eh bien, les angoisses plus profondes qui viennent du passé, des traumatismes de leur passé, eh bien, reviennent en surface. Et donc, à ce moment-là, il y a une lutte contre l'angoisse en reprenant le pouvoir, en explosant dans la violence. C'est aussi une intolérance à la différence, et donc ces profils peuvent aussi se mettre en tension et exploser parce que l'autre exprime sa différence, montre un désaccord, et c'est vraiment très difficile pour ces personnalités d'accepter les désaccords, puisque c'est une menace de nouveau de perdre le pouvoir et donc de ressentir des émotions pénibles qu'ils évitent à tout prix. Donc, chez ces profils de personnalité, il n'y a pas un déni général comme chez le dominateur manipulateur pervers narcissique, et il y a plus de chaleur affective, plus d'émotions qui émergent à la moindre prise de distance, par exemple. Mais malgré tout, finalement, c'est le pouvoir sur l'autre qui reprend le dessus, et donc la persuasion coercitive, le conditionnement à la soumission de la victime. Le pervers narcissique, par contre, est beaucoup plus dans une violence continue, et cette violence continue, elle est croissante avec le temps. Il n'y a pas la phase lune de miel qui est précédée des excuses. Le pervers narcissique ne s'excuse pas, il considère que l'autre est entièrement coupable, responsable de ce qui arrive, et donc il agit sans remords ni excuses. Et c'est vraiment de petites miettes qu'il donne de temps en temps pour maintenir quand même l'autre en attente de reconnaissance, d'amour, etc. Et malheureusement, globalement, il est complètement indifférent au vécu de l'autre, à sa personne. Et cette indifférence est vraiment extrêmement destructrice parce qu'elle est accompagnée d'attaques voilées, beaucoup plus voilées que chez les deux autres profils. Et ces attaques voilées sont aussi destructrices puisque c'est un harcèlement quotidien qui est présent là dans la relation à travers, par exemple, un regard noir qui montre à l'autre que peut-être il a fait quelque chose de mal, qu'il a quelque chose à se reprocher, mais sans que la victime sache quoi. Ça peut être aussi, bien sûr, les violences que j'ai citées précédemment, mais le non-verbal joue beaucoup plus, ainsi que des comportements qui envoient des messages flous et qui sont culpabilisants, dévalorisants, autant que, évidemment, les violences explicites, puisque là, la victime a encore plus la possibilité de se remettre en question, se culpabiliser, et donc à renoncer à son identité pour se soumettre au pouvoir de l'autre. Donc, comment échapper à cette emprise? Eh bien, c'est essentiel de prendre conscience des effets de cette persuasion coercitive au quotidien. Et donc, la prise de conscience est difficile chez les victimes sous emprise, puisqu'il y a une peur qui est constante, un stress chronique, amenant à un conditionnement à la soumission. Mais en prenant conscience des effets délétères, eh bien, à certains moments, certaines victimes peuvent à un moment donné choisir de sortir de l'emprise. Et bien sûr, à ce moment-là, les personnes qui ont été patientes, qui ont gardé la main tendue, peuvent les aider à retrouver des ressources internes, des ressources externes, pour sortir de l'état d'épuisement consécutif aux violences. Et donc, avec cette énergie retrouvée, eh bien, les victimes peuvent petit à petit se libérer de la dépendance au profil dominateur et manipulateur, se libérer donc de ces violences, et
c'est alors le moment de reconnaître les violences, reconnaître comment fonctionne l'emprise pour pouvoir vraiment s'en libérer, contre-manipuler. Et ça, c'est vraiment un apprentissage à faire pour les victimes puisque très souvent, elles ont été conditionnées à nier, à ne pas reconnaître la violence pour survivre. C'est le syndrome de Stockholm et c'est possible petit à petit en se sécurisant, en apprenant à se sécuriser, de prendre du recul pour repérer ces comportements violents et apprendre à contre-manipuler. J'ai consacré une vidéo à la contre-manipulation et là c'est intéressant de pouvoir connaître ces stratégies. Donc une autre façon de se libérer progressivement de l'emprise, eh bien, c'est aussi de développer des relations plus constructives qui soient vraiment un soutien, des relations empathiques, bienveillantes, qui amènent finalement la victime à s'intéresser à d'autres choses pour retrouver un sens à sa vie, retrouver la capacité de s'épanouir autrement que dans ce rapport de domination et d'emprise. Et donc, on a alors la possibilité de se revaloriser de plus en plus et de prendre du recul par rapport à la culpabilité qui a été finalement instillée progressivement durant la relation d'emprise. Puisque finalement, la victime découvre qu'elle n'est pas culpabilisée partout, qu'elle peut être reconnue pour elle-même, appréciée pour elle-même et qu'elle ne doit pas renoncer finalement à elle-même, qu'elle peut prendre soin d'elle, s'aimer sans nécessairement être culpabilisée et dévalorisée. Et donc réapprendre à s'aimer est nécessaire, prendre soin de ses émotions, prendre soin de ses besoins avec bienveillance, empathie et amour, ça se réapprend. Analyser les blessures de l'enfance qui ont amené à subir cette relation d'emprise est bien sûr très important, ça prend du temps, ainsi que de traiter la charge émotionnelle des traumas laissés par la relation d'emprise. Et donc, si vous voulez justement mieux comprendre ce mécanisme de l'emprise et du processus de domination, eh bien, je vous recommande les victimes de pervers narcissiques où j'explique justement ce qui se passe dans la relation pervers narcissique. Et pour en savoir plus sur les autres profils, eh bien, vous pouvez également lire Le narcissisme créateur ou destructeur qui est paru aux éditions Ellipse, ainsi que les pervers narcissiques, récits et témoignages où d'autres profils de personnalité sont décrits avec l'expérience des victimes face à l'emprise. Eh bien, si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de mettre un j'aime sous la vidéo et je vous souhaite une bonne soirée.